que l'association avec les Grecs 56 présente. L'objet de cette association est d'apporter une aide aux dispensaires autogérés en Grèce. Ces dispensaires se sont créés à partir de la crise financière de 2008. Les conséquences de la dette imposée à la Grèce ont provoqué un démantèlement du système de santé de ce pays, vous en avez sûrement entendu parler, rendant tout soin impossible pour une grande partie de la population. Nos actions, nos visites aux dispensaires et une réflexion comparative entre les systèmes de santé grecs et français nous ont amenés à nous inquiéter du système français, justement, de santé français. De ce fait, nous soutenons les diverses actions qui malheureusement se multiplient, comme par exemple les fermetures d'hôpitaux, les suppressions de lits, les salaires insuffisants pour le personnel médical, les déserts médicaux, les fermetures de sites pharmaceutiques, j'en souris parce que c'est très long, contre notre action aussi contre les brevets freinant la vaccination dans les pays pauvres. Est-ce que ça vous a interpellé, ce problème-là, pendant la pandémie? La fermeture, vous l'avez-vous su, la fermeture de l'usine de bouteilles à oxygène, cette entreprise s'appelait Luxfer, à Gerzat, dans le Puy-de-Dôme. Oui. La liste est longue, vous le voyez. Alors, nous nous intéressons à tout ça, mais aussi à tout ce qui émerge pour contrer ce système. Quelques exemples plus ou moins proches. Par exemple, le centre de santé d'Enbon, la SCOP fondée par le docteur Boris Campos. Alors, les gens qui sont plus à l'ouest du département en ont certainement entendu parler. La SCOP de masques des Côtes d'Armor. Vous avez peut-être su ça aussi, qui se situe à Guingamp. La SCOP d'aide à la personne à Locmiquélic. Et en fait, c'est pas une SCOP, la COP des masques, c'est une SCIC. Oui. On verra. Je vous ai fait des petits papiers pour que vous y retrouviez dans les sigles. Quelquefois, c'est un petit peu abrupt et on ne sait pas de quoi on parle, donc je vous ai fait des petites définitions, des acronymes. Donc il y a aussi, nous allons en parler tout à l'heure, la SCIC qui est en pourparlers à Romainville et qui sera à ce moment-là, si elle arrive à, j'espère, avoir le jour, qui sera une entreprise pharmaceutique. Aujourd'hui, nous allons nous interroger, vous le savez, plus particulièrement sur le statut du médicament. Nous avons 3 invités qui sont des professionnels de la profession, du système. Bernard Dubois, si tu veux bien te présenter. Bonjour, Bernard Dubois, donc militant CGT chez Sanofi. Et j'anime également un groupe un peu transverse avec plusieurs groupes et plusieurs personnes pour essayer justement de créer une SCIC dans le médicament. Alors Claire a parlé de Romainville, mais aussi on a peut-être d'autres pistes ailleurs, mais au moins de retenir le principe qu'il peut y avoir une alternative citoyenne pour fabriquer des médicaments, une alternative aux grands laboratoires qui sont très axés sur les profits et pas forcément sur la réponse aux besoins de santé. Notre deuxième invité est Thierry Baudin. Bonjour, je suis aussi je suis encore, parce que je serai à la retraite le 1er avril, donc je travaille en recherche au centre de recherche de literie de Sanofi. Mais avant tout militant syndical de la CGT. Et nous avons pu voir, nous, les conséquences des stratégies financières sur les capacités de recherche et également de production de médicaments en France, mais également en Europe. Et les stratégies financières, les conséquences que ça a, à la fois pour les patients, sur le prix des médicaments, mais également sur les salariés et nos capacités dans notre pays à maintenir des activités de recherche et de production dignes de ce nom permettant une indépendance thérapeutique.
Je fais aussi partie, comme Bernard, parce que ça nous semble absolument indispensable, du collectif Médicaments Bien Commun, de manière à sortir le médicament de la sphère financière, d'arrêter d'en faire une marchandise, mais d'en faire un bien commun, parce que ça fait partie des éléments absolument essentiels pour faire en sorte que la santé soit accessible à tous. Voilà. Notre troisième invité, chacun a son petit micro qui fonctionne. Paul Robel. Voilà, Paul Robel, moi je suis médecin, j'ai été longtemps généraliste à Sarzeau et après avoir pris ma retraite, j'ai pris du service à l'hôpital de Vannes aux urgences. Donc j'aurais pas mal de choses à dire, notamment sur les hôpitaux. Je suis également à la CGT de l'hôpital de Vannes après avoir eu plein de responsabilités dans les syndicats de médecins auparavant, dans cette autre vie. Et il y aurait plein de choses à dire aussi sur les médicaments bien communs ou marchandises, qui est le sujet de notre forum. Et avec la pandémie, on a eu plein d'exemples, ça a été frappant pour tout le monde, quoi, je veux dire. Donc on pourra illustrer les choses. Alors nous allons traiter dans un premier temps du médicament par lui-même. Je ne sais pas s'il y a sans doute des professionnels parmi vous qui sont très au courant. Mais on va faire d'abord un petit passage sur l'élaboration du médicament, les problèmes s'il y en a de prescription, comment ça se passe pour les médecins, la production, l'industrie pharmaceutique, hein, on va faire un petit inventaire. Dans un deuxième temps, on va parler de l'Organisation mondiale du commerce et non pas de la santé, vous verrez pourquoi. Et du coup, le problème des prix des médicaments et qui sont bloqués par les brevets. On a déjà utilisé ce terme-là. Vous allez voir que c'est très prégnant et ce que ça provoque pour la sécurité sociale, c'est-à-dire pour nous. Et dans un troisième temps, pardon, vous avez vu, nous avons des invités qui sont capables de nous faire des propositions de changement. Je pense que ça peut se faire à condition qu'on soit tous actifs et réactifs à propos des biens communs, des communs. Il va falloir que ça se fasse aussi avec la volonté citoyenne. Donc on va entendre parler de tout ça. Dans un premier temps, donc, comment passe-t-on de la découverte d'un principe actif, vous savez, aux médicaments? Voilà, c'est une question que je... réponse courte, mais... Oui, alors... Mais riche. Oui, on va essayer d'aborder, mais d'une façon très succincte, hein, le processus d'élaboration d'un médicament. Donc, comme je le disais tout à l'heure, de toute façon, nous, on considère, en tous les cas, au sein de notre organisation syndicale, et évidemment au sein du collectif Médicaments Bien Commun, que l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie stratégique. Le problème, c'est sa finalité qui a été complètement détournée par les actionnaires de ces labos, on en parlait tout à l'heure, dont la finalité n'est plus de répondre aux besoins de santé, mais simplement de répondre aux exigences des actionnaires. C'est une industrie où il y a des centaines de métiers. Il faut savoir, hein, c'est pas de la recherche au développement, à la production et autres, jusqu'à la distribution. Ce sont des centaines de métiers qui existent au sein d'une industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique ne pourrait pas exister sans une recherche fondamentale qui permet évidemment d'avancer de découverte dans le domaine scientifique. On l'a vu ces derniers temps avec le génome, on le voit après des fois l'élaboration de technologies même à travers les ARN messagers, mais donc entre autres pour les vaccins. Mais cette avancée des connaissances se fait énormément au niveau de la recherche publique et donc il y a un travail en commun ou des fois on peut dire aussi une utilisation par le privé de l'avancée des connaissances du public. Ça se fait d'autant plus que la recherche publique a un financement qui est extrêmement faible. Ce qu'on appelle les budgets récurrents au niveau de la recherche publique sont très très faibles.
En France, toute recherche confondue, on devait avoir 3% du PIB qui devait être consacré à la recherche. On est aujourd'hui à seulement 2%, avec une faiblesse chronique dans les deux côtés, à la fois recherche publique et à la fois recherche privée. Comme il n'y a pas de financement qui soit important apporté par le ministère, qu'est-ce que font nos collègues de la recherche publique? Ils sont obligés de faire des appels à projets, de répondre à des demandes et de contacter les laboratoires. Je prends l'industrie pharmaceutique, de contacter les laboratoires pour savoir s'il n'y a pas des domaines dans lesquels les labos seraient intéressés à ce qu'il y ait des avancées qui soient faites. Donc les chercheurs sont quelque part tributaires de ces contrats avec le privé. Ce qui se passe souvent quand il y a quelques avancées, c'est que certains créent ce qu'on appelle des start-up, des petites entreprises de recherche, avec l'objectif de développer un projet ou plusieurs projets. Et si ces projets intéressent l'industrie pharmaceutique, dans ces cas-là, ils se font racheter, où il y a des collaborations qui se font, et c'est tout bénéf pour l'industrie pharmaceutique. Elle n'a pas à financer de recherche fondamentale, elle se désengage même de sa recherche appliquée, et elle laisse le public quelque part travailler un certain nombre de projets, et si ces projets sont intéressants, ils les gardent. Si c'est pas intéressant, eh bien, ils ne les prennent pas, mais ils n'ont pas avancé de pognon. Donc pour les laboratoires pharmaceutiques, c'est tout bénéfique. Donc il y a une recherche de cibles thérapeutiques, hein, ça peut être une protéine, ça peut être sur un gène, ça peut être, je ne vais pas m'étendre sur ces questions-là. Une fois qu'on a trouvé une cible qui peut être intéressante, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est développement préclinique, tout ce qui peut être études de tox, souvent études d'efficacité sur l'animal, donc quasiment tout le temps, et de pharmacocinétique, savoir comment la molécule se comporte, hein, comment l'administrer, comment les rejeter, les effets secondaires qu'il peut y avoir, tout ce qui est lié à la sécurité des médicaments. Et après, évidemment, si tous ces stades on arrive à passer tous ces stades, il y a après tout ce qui est recherche clinique, d'abord chez les volontaires sains, les phases 1, puis après les recherches de doses d'efficacité, et ainsi de suite. Et on arrive à la fin au dépôt d'AMM, si la molécule répond à ces demandes. Soyons clairs, on y reviendra tout à l'heure, mais les laboratoires pharmaceutiques sont intéressés avant tout, ils veulent faire du pognon. Donc sur les maladies qui peuvent leur apporter le plus d'argent. Il y a des axes thérapeutiques qui sont aujourd'hui complètement oubliés par les laboratoires pharmaceutiques, et paradoxalement, un qui a été complètement oublié par la plupart des labos, c'est simplement les anti-infectieux. Pas sur la partie vaccin, sur la partie médicaments, antibiotiques et autres. Il y a pratiquement très peu de labos, il doit rester 2-3 dans le monde, qui travaillent les médicaments anti-infectieux parce qu'ils considèrent que la rentabilité n'est pas là. On en parlera tout à l'heure, mais c'est pareil, pas d'avancée que de connaissances suffisantes sur certaines maladies du système nerveux central, enfin si on peut appeler ça système nerveux central, je prends Alzheimer, je prends Parkinson et autres. Sanofi a abandonné toute recherche dans ce domaine-là, considérant que les avancées scientifiques en termes de recherche fondamentale ne sont pas suffisantes, et donc pourquoi ils mettraient du pognon, sachant qu'il n'y a pas un retour sur investissement à court terme. Donc voilà, c'est la stratégie que suivent les grands laboratoires pharmaceutiques. Hein. Bon, tous, ils sont sur le même principe. Alors Sanofi, je ne sais pas si vous le savez, c'est un laboratoire français qui est 5e au niveau mondial. Oui, Sanofi, alors pour resituer, Sanofi, c'est ce qui regroupe aujourd'hui la plupart des anciens laboratoires pharmaceutiques qui existaient dans le pays. Il ne reste plus en France que 3-4 grands labos, enfin un grand labo, Sanofi, après vous avez Servier, bien connu avec le Mediator, vous avez Fabre, surtout dans la dermato, vous avez Ipsen Beaufour, puis Galderma, enfin bon, après c'est des petits. C'est vraiment des petits. Sanofi, c'est le rassemblement pour certains les plus anciens, qu'on a entendu parler, Roussel-Claf, Poulenc, Saint-Élabo, Sanofi, bien évidemment, et puis il y en avait d'autres qui étaient entièrement, enfin, qui anciennement avaient déjà été absorbés. Donc Sanofi, c'est vraiment la grosse entreprise pharmaceutique française et une des principales européennes, par raison, 5 ou 6e mondiale. Pour vous donner un ordre d'idée, hein, ça fait deux années de plus en pleine pandémie
on bat les records de rentabilité. Donc, cette année, on va dépasser les 8 milliards de profits. Voilà, il y a plus de 4 milliards qui sont versés en dividendes aux actionnaires. Bon, tout ça, vous le connaissez. Et à côté de ça, eh bien, on abandonne les recherches fondamentales. Moi, je travaille en recherche. Sachez qu'en 2008, nous étions 6300 sur 11 centres de recherche en France. Aujourd'hui, fin 2022, on sera à moins de 3000. Moins de 3000, plus de 50% des effectifs supprimés sur 3 centres de recherche. 8 ont fermé. Voilà la stratégie d'une multinationale comme une autre, mais très clairement de ce qu'est Sanofi aujourd'hui. Donc, avec les échecs que l'on connaît sur les vaccins, je ne vais pas revenir dessus, mais en tout état de cause, c'est absolument inacceptable. On doit avoir une industrie qui doit répondre aux besoins de santé. Il y a des besoins énormes au niveau mondial. Et on se concentre sur 4 axes thérapeutiques chez Sanofi maintenant. Les plus rentables, l'oncologie, il y a des besoins, c'est normal qu'on y soit, soyons clairs. Les maladies rares, pourquoi les maladies rares? Parce que les maladies rares, il y a moins besoin d'investissement et les prix sont très très élevés en cas de découverte. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Même plus. On a abandonné le cardiovasculaire, on a abandonné quasiment le SNC, on a abandonné les anti-infectieux, on a les vaccins. On a abandonné le diabète. Voilà, donc voilà, on a abandonné la médecine générale, parce que les médecines générales, on a abandonné, on est un peu présent dans les maladies du sang. Bon, voilà. Donc c'est ça, Sanofi, et puis les maladies auto-immunes. On est présent aussi dans les maladies auto-immunes où il y a des besoins, mais où les prix sont également élevés. Bon, je vais m'arrêter parce que je pourrais être très très long pour ce qui concerne Sanofi. Donc sachez qu'une fois qu'on a un dépôt, il y a une molécule qui est efficace. Donc il y a un dépôt d'AMM, soit au niveau France, soit au niveau européen, soit au niveau des États-Unis. Donc l'AMM, vous avez regardé? L'autorisation de mise sur le marché, excusez-moi. Et donc à partir de ce moment-là, après, s'il y a une demande de remboursement par la sécurité sociale, ça passe par... il y a une étude qui est faite au niveau de la haute autorité de santé pour définir ce qui est le service médical rendu de cette molécule, si c'est un médicament, et définir également l'amélioration du service médical rendu, c'est-à-dire par rapport à des thérapies qui seraient par exemple des thérapies existantes. Il y a un rapport qui est fait, qui est transmis au CEPS, qui est le comité économique des produits de santé, qui, lui, va discuter avec le laboratoire sur la fixation du prix du médicament. Alors évidemment, les labos, ils vont chercher à avoir le prix le plus élevé. Quand on prend un des scandales, qui est le produit sur l'hépatite C, la Solbadi, qui était vendu combien déjà 40 à 50 000 euros par patient. Au début, 70 000 euros par patient, et après, il y a eu une bataille cette année. Il y a Olivier Maguet, qui est un des médecins du monde, qui nous avait expliqué que, en gros, ça coûtait, mais alors, même pas 100 fois, ça revenait 100 fois moins développer cette molécule, surtout qu'il l'avait achetée à l'extérieur. Mais il expliquait que la fixation du prix par les laboratoires, c'est le prix maximal au-delà duquel, s'ils allaient au-dessus, ils auraient des problèmes, soit de retomber en termes médiatiques, soit que ça ne passerait pas en gros avec les autorités. Mais c'est toujours la recherche maximale de profit qui est attendue. C'est ça, comme la fixation des prix. Dernier point, et là je m'arrête, sur les coûts de la R&D qui est avancé par la recherche, par les laboratoires pharmaceutiques. Il est souvent dit, ça coûte au moins 1 milliard d'euros Là encore, on demande la transparence sur tout ce qui est recherche et développement et sur les coûts de recherche et développement. Il faut savoir, et c'est officiel, le LEM, donc le patronat de l'industrie pharmaceutique, indique clairement que parmi ce coût de recherche, ils incluent l'argent qui a été mis dans ces recherches. Si l'argent avait été mis dans des placements financiers, combien il aurait rapporté? Et ils pratiquent un taux de rapport de 10 à 11%. En gros, ils ont mis par exemple, je dis n'importe quoi, 100 millions en recherche. Eh bien, ils considèrent que si ces 100 millions, ils les avaient mis dans les marchés financiers, que ça leur a rapporté 10 à 11% par an, ils le mettent comme étant les intérêts, comme faisant partie du coût de la recherche. Et c'est comme ça qu'ils gonflent artificiellement. Et il y aurait beaucoup à dire sur la négociation
sur le prix du médicament entre l'État, le CEPS, puis après le ministère de la Santé et les laboratoires, parce que sur les médicaments importants, ils vont faire rentrer en ligne de compte, et notre camarade de l'hôpital pourra en dire mieux que nous, sur bah oui, mais ça va diminuer les frais d'hospitalisation, ça va faire en sorte, ce qui peut être vrai par moment, et ainsi de suite. Et ils essayent par là de grossir absolument les prix de tous des médicaments qu'ils veulent vendre, donc au plus haut. Et effectivement, après ce que vient de dire Thierry sur l'acheminement et l'aboutissement pour mettre sur le marché un médicament, on voit qu'il y a beaucoup de spéculations qui sont faites par les laboratoires, beaucoup de choix qui sont faits en amont par les laboratoires et qui ne répondent pas aux besoins de santé. Et donc ça, c'est aussi une question qu'on doit aborder, comment on peut inverser la situation dont on parle. Donc comment on peut, nous, construire des alternatives à ça, parce qu'effectivement, ce qu'on vit, c'est des carences sanitaires, et il y a nécessité aujourd'hui d'inverser la tendance, de faire en sorte que les laboratoires pharmaceutiques, soit par une action citoyenne, se plient aux désirata et aux besoins des populations, soit construire des alternatives, et c'est un peu ce qu'on essaie d'envisager à notre modeste périmètre en ce moment. Voilà. Donc effectivement, ces conséquences financières et c'est entre guillemets cette vie des laboratoires impose et impacte nos systèmes de santé, et ça s'inscrit dans des politiques publiques d'économie budgétaire qui ont des conséquences graves sur la santé. Donc effectivement, en termes de choix stratégiques pour définir quels médicaments on va mettre sur le marché, mais aussi des choix aussi pour l'hôpital public. Et là, je pense que Paul pourra nous en parler plus. Voilà. Oui, c'est des choses que je connais bien sur les deux volets, médecine de ville et hôpital. Ça a été rappelé, mais rendez-vous compte que pour toutes les pathologies courantes, ce que vous et moi pouvons souffrir dans le quotidien, je ne parle pas des maladies les plus graves, depuis quelques années, absolument toute recherche de nouveaux traitements est abandonnée par les laboratoires pharmaceutiques Sanofi, mais tous les autres, à ma connaissance, sauf des créneaux très particuliers. Pourquoi? Parce que le médicament, pour vous, c'est quelque chose de précieux, et pour moi, qui va permettre, moi, de soigner les gens, vous, de vous soigner. Mais pour ces grands groupes, pardon ? Ah oui. Pour ces grands groupes, c'est un moyen, c'est ce qu'ils produisent, hein, donc évidemment, on en a besoin pour soigner. Mais c'est ce qui va permettre de faire monter les actions et de faire verser des dividendes aux actionnaires. Et c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Pour savoir si une recherche va être développée, il faut avoir une perspective de rentabilité. Ce qui fait que toute la pathologie courante qui concerne en France des dizaines de millions de personnes est totalement abandonnée. L'exemple type, comme ça a été dit, c'est que il n'y a plus un seul antibiotique pour lequel il y a des recherches. Or, on entend tous parler des résistances aux antibiotiques, du problème que ça pose. Les microbes, ils ont envie de survivre, c'est des êtres vivants, donc ils vont développer des stratégies de résistance à ce qui existe actuellement, ce qui fait qu'on se retrouve maintenant dans des situations dramatiques de bactéries résistantes à tout ce qu'on connaît. Et c'est là qu'un traitement nouveau serait extrêmement utile. Mais pourquoi ils ne sont pas développés? Parce que, vu les problèmes de résistance aux antibiotiques, on ne réserverait ces nouveaux médicaments qu'à des situations très rares, très précises. Donc ça ne sera pas prescrit massivement, donc ça ne sera pas rentable, donc on ne commence pas la recherche. Voilà un peu comment ça se passe. À l'hôpital, en plus, il y a une fois que les médicaments sont sur le marché, il y a des accords. Par exemple, dans l'hôpital de Vannes, où je travaille, vous avez un logiciel qui gère les médicaments en fonction de la pharmacie de l'hôpital. Et dans telle classe, il y a un tel médicament et pas tel autre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des accords économiques, de marchandage, en disant on va avoir des prix, et puis donc du coup, mais ça intéresse le labo même d'être à perte à l'hôpital, parce que
après, en ville, les prescriptions vont être produites. Donc ils savent qu'il y aura une rentabilité pour ça. Je ne veux pas développer là-dessus, mais par exemple, pour un truc qui est extrêmement sensible depuis 2 ans, les traitements, les médicaments, on aura peut-être l'occasion pour venir, mais on a développé des vaccins. Sanofi qui a aussi racheté Pasteur Vaccins et Mérieux, donc toutes les grandes entreprises historiques qui ont fait les vaccins en France depuis 100 ans et quelques, a commencé à développer un vaccin contre le coronavirus, contre la maladie Covid. Et puis, ils ont arrêté. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des petits problèmes techniques au début de la fabrication, je ne reviens pas sur le détail, et ils ont simplement dit, on est arrivé trop tard, le marché est pris, ça ne sera pas rentable. Et donc, alors qu'il y a des milliards de gens dans le monde qui en auraient bien besoin. Voilà. Bon, alors nous allons, vous avez vu, il y a beaucoup de cynisme en fait de la part des laboratoires, mais je pense que ça va être permanente, cette sensation-là d'être contrôlé. Je voulais dire quelque chose sur on voit l'influence des laboratoires sur le prix et sur les choix des gammes thérapeutiques ou des positionnements de marché qu'ils choisissent. Mais il y a aussi ce qu'on entend de façon très récurrente, et c'est important pour nos systèmes de santé, c'est que, comme tout le patronat, ils revendiquent aussi ce qu'ils appellent sur les charges sociales. Donc ce qu'il faut effectivement bien aborder aussi, c'est le financement de notre sécurité sociale. Et les charges sociales, c'est des cotisations, et ces cotisations, c'est du salaire. Donc, j'ouvre une parenthèse, on est en période électorale. Tous ceux qui vous disent on va faire augmenter le net en supprimant des cotisations sociales, ils vous piquent du salaire. Ceux qui proposent ça, c'est qu'ils très clairement vont vous demander de perdre du salaire. C'est pas parce que vous aurez très concrètement plus de net à un moment donné, vous aurez une incidence sur votre retraite, sur le financement de la protection sociale. Et ça, c'est aussi une des pressions qui est menée par le patronat, et c'est un rapport de force aussi à mener pour la défense de la sécurité sociale, faire en sorte que on redonne de la crédibilité à la cotisation sociale, et que s'il faut augmenter les salaires, ça ne passera pas par la baisse de nos cotisations ou le retrait de cotisations. Il faut trouver d'autres moyens, il faut prendre sur les profits, bien évidemment. Il faut absolument qu'on mène les deux bagarres, à la fois sur l'accumulation des profits des grands laboratoires, mais aussi qu'on ait une défense de la sécurité sociale, et ça passe par la défense de nos cotisations, et que la bataille sur le salaire, c'est pas moins de cotisations, mais c'est faire augmenter le salaire de base. Ça, c'est important parce qu'il y a effectivement énormément de besoins de sécurité sociale pour les retraites, pour les médicaments, etc. Et donc, et faire en sorte qu'il y ait une vraie transparence dans la négociation du prix entre ce qui est fait Sécu, État, etc., et les grands laboratoires, parce qu'effectivement, il y a du lobbying des laboratoires dans ce domaine-là, et il y a effectivement un chantage énorme des laboratoires, à la fois sur l'emploi, même si c'est pas très marquant chez Sanofi, ou chez les grands laboratoires, parce que ce que Thierry nous a dit, ils continuent à faire pression, mais sur l'emploi, ils sont pas du tout exemplaires sur l'emploi, puisqu'ils viennent de se débarrasser en quelques années de 50% de leur effectif de recherche. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs fers au feu à amener pour défendre nos productions de médicaments, à la fois combattre les grands laboratoires, mais aussi défendre notre sécurité sociale. Ça, c'est les deux points. Et quand on défend la sécurité sociale, on défend nos retraites et on défend l'hôpital public. On devait intervenir sur la sécurité sociale un petit peu après, mais est-ce que, oui, on va aussi parler des brevets, parce qu'on devait parler de l'OMS, mais est-ce que sur la sécurité sociale, il peut être question des médicaments qu'on ne rembourse plus, des médicaments de confort? Est-ce que vous avez des commentaires à faire là-dessus ou pas? Est-ce que... Oui, alors dans les sigles, vous avez la HAS, la Haute Autorité de Santé. Alors tout le monde, c'est elle qui élabore les recommandations de bonne pratique, c'est elle qui dit, comme ça a été rappelé, qu'un médicament rend
ou même ancien, rend ou rend pas un service médical rendu. Et c'est là-dessus qu'on se base, par exemple, pour dérembourser les médicaments. Il y en avait plein qui ont été déremboursés, parce que c'est des médicaments de confort, les gens qu'on casse le payer. Et il faut savoir que la Haute Autorité de Santé n'est en rien une instance médicale. Sur 50 et quelques membres, il y a 9 médecins, il y a quelques autres, il y a des pharmaciens, quelques-uns, mais c'est essentiellement une instance soi-disant indépendante, mais en fait qui est, dont l'essentiel de ses membres sont désignés par l'État, qui a un rôle essentiellement administratif et économique. Et il y a des scandales comme ça, vous ne le savez peut-être pas, mais dans le milieu médical, par exemple, les recommandations pour le traitement du diabète, qui ont été annulées très vite d'ailleurs, ont fait à la fois soit pleurer, soit rire les gens qui soignaient des diabétiques, et les malades eux-mêmes, et l'Association française diabétique, parce que le médicament de deuxième intention, c'était pas celui qui était le plus adapté de nos jours au traitement de cette maladie terrible, c'était le moins cher. Voilà, c'est le genre de choses qui fabriquent. L'État joue un rôle. On a parlé beaucoup du rôle des laboratoires, mais il faut savoir que dans la fixation du prix du médicament, il y a une négociation in fine avec l'État pour fixer le prix du médicament. On sait très bien qu'on a des gouvernements, celui-là puis les précédents, qui sont plus intéressés par la rentabilité du système financier que les soins. Donc il y a une partie, à mon sens, mais je m'avance un peu peut-être sur la conclusion, qui ne pourra être que du point de vue d'une recherche publique. Je vous donne juste un petit exemple. On a un excellent laboratoire de recherche fondamentale de virologie à Aix-en-Provence, qui est connu dans le monde entier, qui travaille avec acharnement. En 2015, ils ont lancé une alerte internationale dans les milieux scientifiques en disant nous avons 5 familles de virus, ARN, c'est leur système de recherche, qui sont dangereux et une pandémie nous pend au nez. Alors en premier, ils avaient dit les flavovirus, virus dont il y a eu 2 ans après le virus Zika, qui heureusement ne s'est pas répandu dans le monde entier, mais qui fait des dégâts. Le deuxième, c'était les coronavirus, et on a eu le Covid. Et à l'époque, ils ont alerté sur le fait qu'ils n'arrivaient pas à avoir de crédit pour la recherche. Pourquoi ? Parce qu'on leur disait ça ne sert à rien. Et quelques années après, on a eu la pandémie à virus. Là, ils ont de l'argent, mais parce que ça peut aboutir à des choses qui vont être rentables. J'ai encore une question peut-être pour toi. Est-ce que les médicaments sont plus orientés sur le traitement des maladies que sur la prévention ? Justement, tu as parlé du diabète. Là, est-ce qu'il y a suffisamment d'actions préventives pour les maladies chroniques? Est-ce que ça peut se traiter par... Je n'y connais rien du tout, moi. Est-ce qu'il peut y avoir une intervention médicamenteuse dans certaines maladies en prévention ou pas? Après tout, quand on traite un diabétique, on traite les complications cardiovasculaires qui surviennent. Voilà, on vient après. Non, on traite l'hyperglycémie, et l'hyperglycémie, ça rend malade personne. C'est d'ailleurs pour ça que des fois, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont diabétiques. Mais on sait qu'elle va avoir des conséquences cardiovasculaires redoutables si on ne fait rien. Donc oui, c'est aussi une prévention quelque part. D'ailleurs, ce qui a fait le gouvernement Sarkozy, je crois, supprimer le 100% pour l'hypertension artérielle sévère, en disant c'est pas une maladie, c'est un facteur de risque. Si on fait comme ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent être des facteurs de risque. Voilà. Mais bien entendu, la prévention fait partie, mais on peut toujours faire mieux, il faut faire mieux, mais il y a quand même, je crois, une attention, en tout cas du corps médical, vers la prévention par l'exercice physique, l'alimentation saine. On en parle quand même beaucoup et c'est essentiel. Ça passe pas toujours par des médicaments, c'est aussi l'hygiène de vie. Donc on va aborder le deuxième point. Là, nous avons réalisé que pour la fabrique d'un médicament, toutes sortes d'instances entrent en jeu, des instances scientifiques publiques, scientifiques privées, des entreprises cotées en bourse, en plus de la présence d'institutions gouvernementales comme l'HAS, c'est ça, la Haute Autorité de Santé. Et cela reste dans le cadre du commerce, on a beaucoup insisté là-dessus, donc intervient du coup l'OMC, pas l'OMS, l'OMC. Alors, comment intervient
l'Organisation mondiale. Donc en fait, c'est sur ce sujet-là, donc Thierry a présenté tout à l'heure le cheminement pour aller jusqu'à la mise sur le marché du médicament, mais jusqu'à l'AMM, donc l'autorisation de mise sur le marché. Mais parallèlement à cela, bien évidemment, le laboratoire va déposer un brevet de ce nouveau médicament. L'autorisation de mise sur le marché, c'est juste l'autorisation de commercialiser le médicament. Je change de coude. Donc, effectivement, ce brevet, c'est une propriété intellectuelle sur une molécule avec un type de prescription. Et ce brevet, il est une exclusivité pour le laboratoire pendant 20 ans. Et donc, à partir de là, c'est pour ça qu'au-delà de 20 ans, on parle de possibilité de génériquer le médicament, mais pendant ces 20 ans, le laboratoire a l'exclusivité et la main sur les prix du médicament. C'est pour ça que nous, dans notre groupe de réflexion médicament bien commun, dont je crois que Patrick a distribué le manifeste que nous avons élaboré, donc nous on pense que faire sauter le brevet, c'est important pour maîtriser les prix et faire en sorte que tout le monde ait accès aux médicaments. C'est un peu un des enjeux qu'on a eu pour le Covid, mais notre réflexion ne porte pas que sur le Covid aujourd'hui. On a une réflexion sur le brevet dans sa globalité et tout ce qui a comme impact sur l'ensemble des médicaments. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le brevet, c'est la propriété intellectuelle qui a été intégrée. Alors, pour faire un rappel historique, un petit peu avant les années 50, on n'avait pas de brevet. Les brevets ont été créés dans les tout débuts des années 60. Et puis, c'est en 94, je crois, les ADPIC, donc vous avez l'acronyme là, que j'ai plus en tête non plus. Je vais plus avoir fait sauter mes lunettes aussi. C'est l'accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui a été intégré dans l'Organisation mondiale du commerce. Donc on a mis les médicaments dans ce chapeau de l'Organisation mondiale du commerce. Donc on a considéré en 1994 que le médicament était une marchandise comme une autre et qu'il fallait à ce moment-là que ça suive les spéculations possibles, etc. Et que c'est le brevet qui pilotait effectivement toute cette démarche. C'est pour ça qu'on mène cette réflexion sur le brevet pour faire en sorte que... Parce qu'on considère que c'est un frein considérable à l'accès à la fois des prix décents, mais aussi à la possibilité de fabriquer pour satisfaire les besoins de santé là où il y en a le plus besoin, y compris dans les pays qui sont les moins solvables, quoi. Les laboratoires ont des ressources, parce que lorsqu'un médicament est efficace et que 20 ans après, il est toujours efficace, normalement, il tombe dans le domaine public. Enfin, je ne sais pas si on utilise cette expression, voilà, dans le domaine public. Or, ils ont une stratégie, ils utilisent la MSR, c'est ça, l'amélioration médicale du service rendu, et ils changent une toute petite chose dans la formule du médicament, et ça permet de prolonger l'usage du brevet. Vous vous rendez compte ? Et il y a une autre chose aussi sur laquelle je voulais vous interpeller, c'est la possibilité qu'ont les États de faire la licence d'office. Sur la licence d'office, c'est la possibilité de contourner l'exclusivité des brevets détenus par le détenteur de brevets. Il n'y a que la France. Donc il y a quelques exemples dans le monde. Alors, l'exemple le plus frappant, pour ceux qui s'en rappellent, il y a quelques années, vous vous rappelez du sida, et qu'il y a eu le procès de Pretoria parce que l'Afrique du Sud a décidé de produire des médicaments contre le sida alors que les brevets étaient détenus par des laboratoires. Il y a eu un procès retentissant, 30 laboratoires pharmaceutiques, je crois, il me semble, s'étaient mis tous ensemble, personne n'a fini.
pour combattre la position du gouvernement sud-africain. Heureusement, ils ont perdu, ce qui a permis quelque part à l'Afrique du Sud de taper un grand coup et d'attaquer cette exclusivité du brevet et de permettre à sa population d'accéder à un traitement qui était de toute façon à un prix insupportable et que le pays ne pouvait pas payer le prix qui était demandé. C'est pareil avec là, vous voyez, avec le vaccin contre le Covid, quoi. Il y a des pays, l'Afrique, c'est 5 à 10% de la population simplement qui est vaccinée. C'est ça la réalité, hein. Ils ne peuvent pas se payer un vaccin de Pfizer ou de Moderna ou d'autres à des prix qui sont absolument ahurissants. Donc la question de la licence d'office, ça a été utilisé il y a Maurice Cassier, qui est un sociologue qui a travaillé beaucoup sur cette question-là, qui disait que ça avait quand même été utilisé plusieurs dizaines de fois, mais quand même, globalement, c'est dur à mettre en œuvre, c'est dur à obtenir cette autorisation, et c'est pour ça qu'on se bat, nous, avant tout, sur le fait de casser, de faire en sorte que le médicament soit un bien commun, et de casser l'exclusivité, enfin je ne sais pas comment on peut dire, du brevet, parce que ça nous semble ce qui serait le plus efficace pour qu'il y ait des médicaments à des prix abordables. Ça va de pair aussi avec ce qui se passe. Ne nous leurrons pas, Bernard a parlé tout à l'heure de la sécurité sociale. Tout ce que nous vivons concernant la santé, il ne faut pas que les libéraux ne veulent qu'une seule chose, c'est de faire en sorte que la santé, ce soit un marché. Quand on a comme recommandation, comme obligation dans un traité comme celui de Maastricht, de ne pas avoir plus de 3% de dépenses publiques du PIB, c'est de faire une pression terrible sur tout ce qui est financement public. C'est de faire en sorte qu'on privatise le maximum de choses pour pouvoir faire du pognon. On le voit avec le scandale des maisons de retraite, mais on le voit sur plein de choses. On le voit à l'hôpital, on le voit sur plein de domaines. Donc, il faut tout combattre. C'est dur, mais il faut combattre à la fois ces traités, il faut combattre l'industrie pharmaceutique à travers ces brevets, les pouvoirs publics qui vont dans ce sens-là. Et donc, nous, on a notre force et notre capacité, mais regardons quand même, ils ont été mis un peu en difficulté avec le Covid. Un petit peu. On a même un président de la République qui a dit que le vaccin c'était un bien public. Il n'a pas été plus loin. Il ne faut pas se leurrer. De là à dire qu'il fallait qu'il soit abordable partout sur l'ensemble de la planète, c'était niette. Et la France n'a pas suivi quand il y a des demandes de lever du brevet sur le Covid-19. Mais ce débat, il est porté. Il est même porté là, en ce moment aux États-Unis. Il y avait un très bon article de l'UMA il y a quelques jours où il disait que l'aile gauche des démocrates se battait pour faire en sorte, parce qu'il y a quelque chose qui a été trouvé par la recherche militaire américaine concernant ce brevet, en demandant que ça soit du domaine public et qu'il n'y ait pas de brevet qui soit déposé de façon qu'il soit accessible partout sur l'ensemble de la planète. Donc il y a des choses qui avancent. Il faut que ça soit démultiplié, soyons clairs, pour pouvoir obtenir des victoires. Mais il y a quand même des choses qui avancent. Et c'est un des combats que nous menons dans Médicaments bien commun, de faire en sorte que... Voilà. Oui, quand on sait que l'inventeur du vaccin contre la poliomyélite en 1959 était interrogé, c'était un progrès énorme, fondamental. On est presque à éradiquer la polio, mais il y a 3 pays, je vous dis, c'est Afghanistan, Pakistan et peut-être Nigeria, où on n'y arrive pas, et si on n'y arrive pas, ça peut repartir partout. Bref, on lui disait, mais vous avez déposé un brevet. Il a regardé le journaliste, il lui dit, mais vous voudrez qu'on brevette l'air qu'on respire? C'est-à-dire que pour ces grandes figures de la santé publique, il bossait dans un bâtiment privé, mais pour lui, c'était inimaginable que des choses aussi fondamentales puissent être privatisées, puissent être laissées au privé, brevetées. Moi, je pense que s'il y avait un gouvernement qui gouvernait pour la majorité de la population, nous tous, il nationaliserait sans doute des grands morceaux de l'industrie pharmaceutique et surtout il développerait une recherche
une recherche fondamentale, pas toujours rentable tout de suite. Peut-être que là, on n'aurait pas dit aux gars qui travaillaient sur les virus ARN, ce que vous faites ne sert à rien, de quelques années avant la pandémie. Juste pour rajouter quelque chose, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle est souvent avancée comme une alternative au brevet pour faire en sorte qu'on puisse soigner un temps. Sauf ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pays par pays. Il faut que cette licence d'office soit demandée. C'est une procédure très longue, Thierry en parlait, mais c'est au moins 4 ou 5 ans pour que ça se mette en place. Et il y a des royalties qui sont accordées au laboratoire en dédommagement. Donc vous voyez le mécanisme. Donc c'est pas une vraie alternative. C'est très long, c'est pays par pays. Et donc quand on a une pandémie de type Covid, c'est vraiment pas la solution. Il faut vraiment la levée des brevets pour que les vaccins soient fabriqués à plus grande échelle. Oui, je ne savais pas qu'il y avait ce temps de mise en place, parce qu'en cas d'urgence sanitaire, attendre 4 ou 5 ans pour la levée des brevets, c'est un peu ridicule. Je fais une petite transition là, et puis on va, nos invités vont, c'est pas moi, ils vont attaquer leur perspective, justement. Ça va peut-être nous donner un petit peu le moral, à condition qu'on ait la pêche pour se battre avec ce qu'ils proposent, ou pour ce qu'ils proposent, ça serait plus correct. La santé bien commun, ou la sécurité sociale bien commun, ou le médicament bien commun, tout le monde s'accorde à penser, je lis, hein, c'est plus facile, tout le monde s'accorde à penser que le soleil, le sol, l'air, l'eau sont des biens communs à ne pas monnayer. Cependant, le sol comme l'eau ne sont déjà plus accessibles à tous sans participation financière. On l'a tous remarqué. Il y a un bouillonnement conceptuel autour de ce thème, commun ou bien commun, au singulier ou au pluriel. Il y a quelques penseurs, économistes ou philosophes qui se sont penchés là-dessus, comme Elinor Ostrom, un Nobel économique de 2009, qui dit que le commun s'appuie sur le triptyque, une ressource, une communauté, une pratique. Je vais avoir tendance, là, dans ces quelques lignes, à insister sur le fait que la population, la société, va devoir s'impliquer pour que les choses changent. Je pense qu'ils vous le diront aussi. Maintenant, grâce à ces travaux, entre autres, elle, mais il y en a eu d'autres, les mentalités ont évolué depuis les années 2000 quand même. Nous-mêmes, on ressent que nous avons évolué. Maintenant, nous avons conscience de ces biens communs qui nous entourent, que nous avons fragilisés et dont nous sommes tous très dépendants. C'est la bataille de l'écologie, mais l'écologie est partout et nous devons être partout. Pour Benjamin Corria, qui a écrit La pandémie, l'anthropocène et le bien commun, c'est un économiste atterré. Pour lui, le bien commun, rattaché aux droits fondamentaux de la personne, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, est social par construction. Ça veut dire qu'il ne nous tombe pas du ciel et qu'il faut qu'on se mette en action pour le posséder. Cette construction institutionnelle doit assurer l'accès à la ressource partagée et sa gouvernance. D'autres, comme Dardot et Laval, qui ont écrit Les communs, précisent « Les communs sont liés, alors c'est tout à fait ce qui a été dit, les communs sont liés au développement du néolibéralisme, à son agressivité envers les ressources naturelles, mais aussi envers les connaissances. Pour les médicaments, tout ça, c'est plutôt les connaissances. Quoique la défense des communs est directement opposée à la politique de privatisation. Après les ressources naturelles, l'appétit du néolibéralisme s'est orienté vers les biens immatériels. C'est ce qu'on vient de dire. Donc on comprend dès lors qu'il faut une opposition forte, construite et tous azimuts pour défendre les communs et leur gestion. À chaque référence, en effet, il est question de la reconnaissance du bien commun, mais aussi de sa gouvernance par les citoyens. Donc grâce à vos expériences professionnelles et militantes, messieurs, est-ce que vous pouvez nous donner quelques perspectives optimistes peut-être, mais en tout cas dynamiques et possibles? Sur des choses un peu concrètes, Bernard reviendra tout à l'heure sur ce qu'on a travaillé sur quoi on travaille, on contribue au sein de Médicaments bien communs, du collectif. Soyons clairs, pour l'instant, on en est quand même au balbutiement sur cet aspect des choses, mais en tous les cas, il y a un débat très fort qui existe. Pour compléter un peu ce que tu disais, il y a
Il y a quelqu'un qui a travaillé en psychiatrie qui s'appelle Vladimir Niedu, qui est un animateur du mouvement populaire pour la santé et qui a participé activement à la levée des brevets sur les vaccins. Il dit « La santé est un bien commun, mais également tous les déterminants de la santé, incluant les médicaments, l'accès à l'alimentation, le logement, l'eau, l'énergie, ce qui remet en cause la question de la propriété. » Pour nous, c'est quelque chose de fondamental, mais soyons clairs, ça ne pourra se faire qu'avec la construction d'un rapport de force à la hauteur. Si les citoyens ne s'en mêlent pas, on n'y arrivera pas. Il faut aussi une coordination entre les différents acteurs, possible au niveau aussi international, parce que c'est quand même quelque chose qui se développe fort en ce moment. Donc, ne serait-ce que sur la question sur les vaccins contre le Covid, obtenir la levée des brevets, même si maintenant ça risque peut-être d'être trop tard, on ne sait pas, on verra un peu comment ça évolue au niveau de l'épidémie, c'est plus utopique. C'est plus utopique. Donc c'est peut-être des avancées qui sont, même pas des avancées, c'est des petits pas à chaque fois sur lesquels on travaille et sur lesquels il faut qu'on se batte. Il y a Maurice Cassier, là, j'ai nommé déjà le sociologue, lui il le dit aussi, il dit que la sécurité sociale en tant que telle constitue un commun qui a été malheureusement étatisé et qu'il faudrait désétatiser, qu'il faut repolitiser la sécu et rendre aux assurés sociaux, ces assurés sociaux, comme ça l'était à partir de 1945, qui doivent en assurer la gestion. Mais en tous les cas, la défense de la sécu et refaire de la sécurité sociale un acteur fondamental concernant l'ensemble des soins de santé et le financement des soins de santé, c'est une bataille que nous devons mener. Donc ça, ce sont des perspectives de lutte, enfin, ce sont des luttes que nous devons absolument aborder. Nous, en tant que syndicalistes de l'industrie pharmaceutique, je parle de la CGT tout particulièrement, on a un petit peu su chez Sanofi, mais malheureusement les autres sont extrêmement silencieux sur ces questions-là. Mais nous nous battons sur ces questions fondamentales de l'accès de tous aux soins, sur la question du prix des médicaments, sur la question des axes thérapeutiques à travailler et de sortir évidemment le médicament de la sphère marchande. Donc pour nous, c'est des combats que nous souhaitons, que nous menons. Pour terminer, je peux vous dire simplement, mais vous les avez déjà, les 3 points que nous, dans notre collectif, sur lesquels nous battons, juste les têtes de ce chapitre au sein du collectif Médicaments bien commun. On vous invite à rejoindre, on est dispersés dans toute la France, on fait des réunions aussi bien parfois en présentiel, des fois en vidéo, des fois voilà, on essaye de répondre à la problématique. Et on dit 3-4 points fondamentaux. On dit que nous voulons mettre un terme à la confiscation des résultats de la recherche publique et des connaissances à des fins privées. Nous voulons en priorité faire sauter l'un des premiers verrous, c'est le brevet sur le médicament. Nous voulons rompre avec la logique marchande, transférer aux citoyens les pouvoirs de décision, proposer d'agir une appropriation sociale et publique de l'ensemble de la chaîne de médicaments, pas forcément une nationalisation, mais en tous les cas une appropriation sociale qui nous reste à définir, un peu comme la sécurité sociale, la manière dont était gérée la sécurité sociale. C'est pour nous des axes de bataille, parce que la santé est un droit universel. L'égalité d'accès aux médicaments sur l'ensemble de la planète est une condition indispensable pour tous à la santé. La nécessité de supprimer la notion de propriété privée et le monopole des droits propriétaires est absolument déterminante pour gagner le principe d'une santé publique et environnementale à l'échelle planétaire. Donc c'est là-dessus que nous battons. Nous travaillons tout à la fois des questions, nous débattons, nous avons beaucoup d'intervenants, nous interviewons beaucoup de personnes qui travaillent sur ces questions du commun, sur les questions de la santé. Vous verrez sur le site, il y a un très très beau site que nous avons, que vous pouvez faire Médicaments bien commun, vous verrez les différents interviews qu'il y a eu, le manifeste. C'est vraiment travaillé surtout les copines, parce que c'est surtout les femmes qui s'en occupent. Et nous travaillons sur différents aspects, je termine là-dessus. On est à la fois, par exemple, questionné, là, il y a eu une proposition de loi à l'Assemblée nationale sur
concernant les biens communs, pour inscrire dans la Constitution les biens communs. On a été interviewé au niveau du collectif MBC, donc médicaments biens communs. Et on travaille aussi des propositions concrètes d'alternatives à la recherche ou à la production de médicaments pour essayer de construire une alternative, certes toute petite, mais en tous les cas de mettre un pied dans la porte pour face à ces industriels de la pharmacie, et c'est Bernard qui pourra peut-être nous en parler un peu plus. En quelque sorte, de prendre l'initiative de fabrication de médicaments en créant une unité de production sous forme de SCIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif, ou de SCOP. On n'a encore pas défini vraiment le statut juridique, mais un bref historique en fait, c'est le site de Roussel-Uclaf à Romainville. C'était un grand centre de recherche où il y avait 3000 ou 3500 chercheurs, a été complètement liquidé. C'était pas Sanofi, c'était celui d'avant, c'était Aventis. Et donc il a viré toute la recherche de ce site. Et donc ça a un peu traumatisé à la fois les salariés mais aussi les populations. Il y a un exemple là qui est traumatisé. Mais c'est effectivement, c'était surtout un vrai gâchis en termes scientifiques et techniques et humains. Et donc sur ces locaux-là, il y a quelques startups qui se sont installées, il y a la communauté de communes, puisque c'était assez vaste quand même, et il reste 2,5 hectares de terre nue. Et depuis les dernières élections municipales, il y a des anciens salariés, il y a de la population, qui ont interpellé la mairie de Romainville et le nouveau maire de Romainville, donc c'est une union de la gauche, mais le maire est salarié de l'économie sociale et solidaire, avait envie de prouver que des citoyens pouvaient créer une unité de production de médicaments. Donc, comme on sollicitait souvent la mairie, on l'interrogeait sur le devenir de ces bâtiments, de ces terrains, etc. Il nous a dit, voilà ce que j'ai en tête, est-ce que ça vous intéresse de travailler là-dessus pour me faire des propositions de médicaments qui seraient potentiellement utiles à la santé publique et qui seraient faciles à produire, entre guillemets. Donc on a constitué un groupe qui s'étoffe de plus en plus, puisqu'il y a plusieurs groupes qui sont venus se greffer. Il y a des personnalités de Sauvons la Recherche il y a quelques années qui viennent travailler avec nous. Donc aujourd'hui on doit être une vingtaine. On a un expert de l'économie des comités d'entreprise qui travaillent de l'industrie pharmaceutique, un expert économique qui est un peu, entre guillemets, une référence sur l'industrie pharmaceutique, qui travaille avec nous. Et donc on est en train de regarder les médicaments en rupture, les médicaments libres de droit, les domaines thérapeutiques abandonnés, et on est en train de faire une liste de médicaments qui pourraient être, selon les formes pharmaceutiques, parce qu'il y a aussi des considérations sur est-ce qu'on peut faire de la chimie sur un site comme celui de Romainville qui est en pleine ville, est-ce qu'on choisit de faire des injectables, est-ce qu'on choisit de faire des formes sèches, c'est-à-dire comprimées aux gélules, etc. Donc on est dans ces réflexions-là, et avec nos expériences diverses, on fait des propositions. Donc il y a eu une offre de marché public qui est lancée par la mairie, et donc il y a un cabinet, ils sont octroyés un cabinet pour mettre en œuvre et piloter ce projet-là. Donc on est depuis un mois ou deux à peu près en lien avec ce cabinet qui est chargé de la mise en œuvre, pour faire en sorte qu'il y ait la création d'une unité de production pharmaceutique de type coopérative sur les terrains existants sur Romainville. Donc c'est quelque chose qui est intéressant en termes d'alternative. Et chemin faisant, eh bien, en sollicitant différentes personnes, etc., on s'aperçoit aussi on découvre aussi qu'on a des amis, des copains militants sur Saint-Genis-Laval, donc dans la région lyonnaise, où leur site est victime de restructuration. C'était un site de Rhône-Poulenc qui est devenu, je ne sais pas s'ils étaient à la maison classée Aventis, ils ont été vendus
des Grecs, donc la famille Marinopoulos, donc c'est le laboratoire Famar. Le laboratoire Famar qui avait investi et facilité la restructuration des prédécesseurs a liquidé le site, a pompé toute sa substance et a liquidé le site. Et là, il a été racheté par Benta Pharma, qui est un laboratoire libanais, qui n'a en 2 ans que ramené l'équivalent du Doliprane pour le Liban, ce qui fait que les 160 salariés qui restent là sont au chômage partiel et donc il n'y a aucune activité. Donc on est en train de se dire, la réflexion qu'on mène sur Romainville, est-ce que ça ne pourrait pas se développer? Alors là on parle d'un terrain nu à Romainville, mais là on parle d'une usine. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi utiliser des usines pour les transformer en SCIC, en SCOP, avec les salariés pour produire des médicaments? Donc cette réflexion-là, donc on a depuis mars une réunion donc, auquel vont se joindre les copains de Saint-Genis-Laval pour dire pourquoi pas faire une proposition alternative à la restructuration de notre site et faire en sorte que ce site produise des médicaments dans le cadre d'une SCIC. En sachant que Benta Pharma souhaite garder une partie du site et que la communauté de communes de Lyon, donc, qui souhaite acquérir les terrains et une partie des bâtiments pour faire des médicaments dans le cadre aussi d'une SCIC ou d'une SCOP. Donc alors on est loin de la concrétisation, de faire sortir les premiers médicaments, mais ce sont des perspectives qui commencent à rassembler un certain nombre de personnes au-delà des syndicalistes, des anciens salariés, etc., ou des chercheurs, mais il y a quelques politiques qui aujourd'hui commencent à poser la question de trouver une alternative au Big Pharma et de faire en sorte que on n'ait pas de rupture de stock sur les médicaments, qu'on puisse prendre la main sur certains médicaments pour fournir des médicaments à des prix corrects, etc. Donc c'est cette réflexion-là qu'on mène aujourd'hui, qui est on ne peut plus concrète. Voilà. Les SCIC sont, vous savez peut-être, la différence entre les SCOP et les SCIC, mais dans ces 2 types d'entreprises, les salariés sont actifs dans les décisions, participent, et ça c'est plus prégnant sur les SCOP. Voilà. Donc là, sur les SCOP, c'est les 51% forcément des salariés. Sur la SCIC, c'est un peu plus confus, et c'est pour ça que la réflexion elle est menée aussi sur la structure. Partagé, on va dire, pas forcément confus. Mais ouais, c'est plus confus, oui, c'est plus partagé. C'est qu'en fait, ça fonctionne sous forme de collège. Et donc, il y a forcément, dès la création, un collège qui est réservé aux destinataires des productions, c'est-à-dire les usagers, etc. Donc, il y a un collège pour les salariés et il y a un collège pour les financeurs, en sachant que dans la SCIC, les financements ne sont pas des finances privées, mais c'est des financeurs de l'économie sociale. Et donc, il faut trouver des financeurs qui ne demandent pas une rentabilité à court terme. Puisque, surtout si on est dans la création d'unités de production pharmaceutique, c'est des investissements qui sont très 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 lourds. Donc, il faut que cette réflexion elle se mène de bout en bout. Quelles fabrications peuvent être utiles, mais aussi comment les financer et quelle participation citoyenne pour dire qu'est-ce qu'on va fabriquer dans cette usine, comment interviennent les salariés, etc. Donc là, c'est quasiment une exploration assez exaltante et humaniste d'aborder la fabrication des médicaments. Et Paul, de son côté, doit nous présenter ce qui est possible de faire pour changer un petit peu la vie dans les hôpitaux et peut-être dans la médecine générale. Bon, alors ici on est à Saint-Avé, vous savez que vous avez dû sans doute apprendre que à l'hôpital psychiatrique de Saint-Avé, 20% des capacités d'hospitalisation ont été fermées tout récemment. D'ailleurs, le personnel s'est mis en grève et a manifesté à plusieurs reprises pour protester contre ça avec les syndicats du site, CGT et CFDT. C'est quand même dramatique parce que toute la dictologie disparaît. Et notamment, qui était beaucoup centrée sur l'alcoolologie, avec les ravages que ça fait
dans la région, c'est dramatique. Va disparaître la gérontopsychiatrie. Moi, il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé confronté au drame d'avoir une personne âgée. Je l'ai pris en charge le matin en arrivant. Elle était là depuis une bonne partie de la nuit. C'est une dame âgée qui vit seule à la maison, qui a une maladie de type Alzheimer, qui allait pas trop mal jusque-là, puis qui s'est mis à délirer, à avoir des troubles du comportement. Et je me suis bagarré parce que personne n'en voulait. On n'arrivait pas à trouver un seul endroit, un seul service hospitalier qui voulait l'accepter, alors que la gérontopsychiatrie était parfaitement adaptée à ce cas particulier. Et puis aussi, ils vont supprimer la moitié des capacités de ce qu'ils appellent l'unité de soins continus en psychiatrie, c'est-à-dire pour les malades agités, les forcenés, etc., qui ont besoin d'être dans une cellule isolée avec beaucoup de surveillance, parce que malheureusement, des drames comme ça existe. Voilà, donc, pendant des années, je rebondis sur ce qui a été dit, on nous a dit, il y a les critères de Maastricht, l'Union européenne a mis ce qu'ils appellent les dépenses sociales et de santé dans les dépenses d'État, alors que la sécurité sociale est théoriquement indépendante en France. Hein. Bon, mais enfin bon, pour l'Union européenne et donc les gouvernements français successifs, ça faisait partie des dépenses sociales, donc du budget de l'État, et donc on nous a dit pas question de dépasser 3%. Or, tous les experts en économie de la santé disent pour maintenir simplement ce qui existe, il faut à peu près 4% d'augmentation d'une année sur l'autre, sans rien ajouter, sans nouvelles techniques, sans un lit de plus, hein, simplement pour maintenir. Et puis là, paf, discours de Macron il y a 2 ans, quoi qu'il en coûte, ils ont développé d'abord, dans un premier temps, 343 milliards, comme ça. Oubliez les 3% de Maastricht, hein. D'ailleurs avec un vote unanime, mais ça c'est une autre question. Et puis, maintenant on est à 600 milliards, déclenchement du drame de la guerre en Ukraine, on va donner 6 milliards tout de suite aux militaires et on verra pour plus tard. Je veux dire, quand eux décident qu'il y a des besoins, c'est pas les nôtres. Hein. L'argent coule à flot. Et d'ailleurs, on sait qu'il est allé beaucoup dans la poche des actionnaires, cet argent-là. Et des banques. Bon. Et c'est pauvre. Et on nous supprime les lits à Saint-Avé, c'est pareil à l'hôpital Schubert. Le personnel, il y a des démissions importantes parce qu'ils se trouvent pris entre leur conscience et l'exigence de rentabilité qu'on leur demande. Il faut aller de plus en plus vite, il faut faire de plus en plus. Quand on supprime des postes de personnel, ceux qui restent, ils doivent faire le même boulot. On demande aussi, avec le plan blanc, de revenir sur ces jours de congé. Et enfin, vous voyez, c'est une situation qui est vécue comme épouvantable, aussi bien dans tous les hôpitaux, notamment dans notre secteur. Et moi, je pense que, je ne suis pas le seul, hein, c'est un avis qui est très largement partagé, que cet argent, au lieu d'être mis dans la poche des actionnaires, il faut qu'il soit mis là où il y a des besoins. Et l'hôpital public, c'est des besoins essentiels. On le sait tous, hein, nous-mêmes, autour de nous, des gens ont été malades. Pouvoir avoir des soins de meilleur niveau adaptés à son état de santé, c'est un besoin fondamental, c'est une exigence, c'est aussi important que ça fait partie des choses les plus importantes. Voilà ce que je voulais dire. Et le personnel s'est manifesté, s'est mobilisé, s'est mis en grève. Pour l'instant, il y a toujours une grève des urgences. Alors, je pourrais passer des heures à vous décrire la situation des urgences, mais c'est hallucinant, notamment parce que on n'arrive pas à trouver de place d'hospitalisation pour les gens qui en ont besoin. Et on se retrouve des fois à avoir des gens qui attendent 24, 36 heures, qu'on arrive finalement à trouver une place. Ça en arrive, je vais vous dire ça, mais ça me fait mal au cœur. On est parfois content qu'il y ait un décès dans un service, parce qu'enfin on va pouvoir caser une personne qui attend depuis je ne sais pas combien de temps d'être prise en charge. Alors vous voyez cette situation, je ne vais pas faire pour faire pleurer, mais il y a besoin de mobilisation forte, comme le fait le personnel, pour exiger que les moyens soient mis pour qu'on ait une santé digne de ce nom et qu'on ne pique pas sur la sécu. Hein. Ce qui a été dit est très important. Les charges sociales pour les patrons, c'est une partie de notre salaire. On ne le touche pas immédiatement, mais on le touchera quand on est malade, quand on est à la retraite. Baisser les charges sociales, c'est baisser les salaires. C'est faire peser encore plus sur la masse de la population, les salariés, ce qui est donné aux banques et aux actionnaires. Et ça, c'est inacceptable. Vous connaissez peut-être le professeur Grinaldi, qui était diabétologue à la Salpêtrière. Il écrit toujours, il est assez révolté, cet homme. Il
il a écrit un manifeste avec d'autres personnalités il y a 2 ans, mais il a recommencé là, et justement en donnant quelques orientations pour sauver la sécurité sociale. Et entre autres, il dit qu'il ne faut pas utiliser la sécurité sociale pour payer des choses, endetter la sécurité sociale pour payer des choses. Et je pense que c'est ce qui s'est passé sur les brevets, sur les vaccins là. Est-ce que c'était à la sécurité sociale, c'est à nous de payer le désengagement, merci, le désengagement de l'État sur la recherche pour faire évoluer les vaccins, et au dernier moment où on en a besoin, et ben on tire sur l'argent de la sécurité sociale. Donc j'espère qu'on ne vous a pas trop rassasié d'informations, et on est prêt, nos invités sont prêts à répondre à toutes vos questions. Bonjour, je suis Marc Péchanski, je suis médecin, biologiste, directeur d'un institut de recherche publique, avec un peu plus de 40 ans derrière moi de recherche publique, et je suis aussi militant de lutte ouvrière. Et ce qui me trouble vraiment dans votre présentation, c'est qu'on passe d'une dénonciation qui est une dénonciation du capitalisme en général, avec l'ensemble finalement des participants de cette société capitaliste, que quelle que soit l'industrie, quel que soit le pouvoir, quelle que soit la couleur, etc., on est face à des ennemis qui sont là pour chercher en permanence à récupérer le maximum de profit, et puis à des possibilités d'action ou de solutions qui, en réalité, sont d'un niveau qui n'est pas pertinent pour cette lutte contre le capitalisme. Lorsque on parle de créer une SCOP, une CIC pour faire des médicaments, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On remplit des vides. Et ces vides, si jamais il s'avérait qu'ils deviennent juteux, ils seraient immédiatement récupérés par le système capitaliste pour en faire du profit. Pour des profiteurs individuels, privés en tout cas, comme aujourd'hui, on le voit avec quelque chose qui n'était pas une SCOP, mais qui était un laboratoire public qui remplissait les vides, qui était là pour ça, qui était connu pour ça, qui est l'AGEPS. L'AGEPS, qui était un grand laboratoire fait pour faire du médicament dans les mains de l'assistance publique, qui était fait pour compenser l'absence de médicaments pour certaines indications et tout, et qui aujourd'hui va fermer. Et fermer parce que finalement les zones rentables sont reprises et les zones non rentables coûtent trop cher. Et du coup, c'est quelque chose qui n'est pas applicable, mais qui de toute façon, et je reviens à mon premier point, ne s'attaque pas à l'ennemi véritable que vous avez dénoncé, qui est le capitalisme. Aujourd'hui, il faut le dire, vous ne l'avez pas donné comme mesure, mais c'est quand même très intéressant à mettre. L'industrie pharmaceutique, c'est une des industries au niveau mondial les plus rentables. Elle fait 15 à 20% annuel de retour sur investissement. C'est-à-dire qu'elle fait autant, sinon plus, que l'industrie pétrolière ou l'industrie militaire. C'est quelque chose qui est juste absolument sidérant. Bon, imaginez que parce qu'on va occuper un petit créneau quelque part, on va pouvoir lutter contre ça sans s'attaquer au système. Je pense que c'est pas pertinent. Alors, ça ne veut pas dire que je m'oppose à quoi que ce soit. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire que c'est pas bien. Je vous dis simplement que entre votre discours, ce que vous dénoncez et ce que vous proposez, il y a un hiatus, et que ce hiatus, c'est la politique. C'est-à-dire, c'est l'action politique pour détruire ce système, pour aboutir à quelque chose qui soit une véritable mobilisation, pas pour construire un laboratoire de plus, hein, mais vraiment pour retirer le pouvoir des mains de ces gens qui sont en train de détruire notre santé et la planète. Vous répondez maintenant ou... Moi, je veux bien dire deux mots. Alors, l'industrie pharmaceutique est une industrie capitaliste qui est parmi les 4 premières mondiales. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. On n'arrête pas, et nous, en tant que syndicalistes, on n'a pas arrêté de se battre contre cet aspect des choses.
Il y a eu des nationalisations qui ont existé. Est-ce que les entreprises comme Rhône-Poulenc, quand elles ont été nationalisées, ont été gérées dans le sens de l'intérêt des populations et autres, et en rupture avec le capitalisme? Il y a les copains de Rhône-Poulenc qui se posent des questions. Soyons clairs. Donc c'est pour ça que nous, on parle, pour certains d'entre nous, on parle plus d'appropriation sociale, parce qu'on voudrait vraiment qu'il y ait que quelque part que tous les acteurs, hein, que ce soit les professionnels de santé, que ce soit les salariés, que ce soit les assurés sociaux, soient partie prenante. Comme à un moment, la Sécu, elle était gérée par les assurés sociaux, quoi. Eh bien, on veut, nous, revenir à cet aspect des choses. Et concernant, évidemment, qu'on voudrait bien que ça soit plus une industrie capitaliste. On est les premiers à le souhaiter. Alors certains, voilà, appropriation sociale, donc d'autres ont parlé de pôle public du médicament, d'autres ont parlé de nationalisation et autres. On essaye de combiner le débat d'idées, de faire grandir l'exigence de sortir du capitalisme, et on essaye de travailler en même temps des aspects concrets, des petites choses, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un tout petit pied dans la porte, et de manière à démontrer qu'il y a des choses qui sont possibles. Parce que ça, c'est absolument indispensable. C'est absolument indispensable de mettre des fois des coins dans la porte. Ça va pas, je suis d'accord avec toi, hein, ça va pas, on va pas renverser le monde. Mais on pense que les deux doivent être menés. Le débat d'idées, l'aspect de la transformation sociale et également de travailler des projets concrets qui ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on voudrait, mais qui participent à dire qu'il y a un autre possible. J'ai une question qui est, bon, c'est pas un scoop de dire que la recherche est un gros problème en France, mais je vais poser deux questions qui ont rapport au financement, parce que le problème de la recherche c'est son financement, ça c'est clair. Donc vous avez parlé de la rentabilité des médicaments selon qu'elles sont de tel ou tel type. Je me pose une question sur la rentabilité des médicaments qui concernent des maladies dites rares. Je ne connais pas la définition exactement d'une maladie rare. Je vais citer l'exemple parce que c'est l'exemple qui personnellement me touche, d'une maladie les tumeurs du cerveau. Hein, est-ce que c'est une maladie rare? Ça touche à peu près 5 cas sur 100 000 habitants. Alors, est-ce que c'est rare? Je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai constaté, ça fait 10 ans que je suis la recherche sur ce domaine, j'ai constaté qu'en France, il n'y a pratiquement rien. La plupart des résultats de recherche au monde viennent des États-Unis, du Canada ou de la Chine. Donc c'est pas trop un scoop non plus. J'aimerais savoir si la recherche sur les cancers du cerveau, par exemple, est rentable. Et quels seront les critères qui feraient dire qu'elle l'est ou qu'elle ne l'est pas. Ma deuxième question, qui a un rapport au financement, c'est un autre exemple personnel. J'ai pris pendant 10 ans un médicament qui a fini par être retiré du marché parce qu'on a découvert qu'il était cancérogène. C'est un peu embêtant. Je voulais savoir quels sont les financements à l'échelle. Alors, ça a été découvert par l'Europe d'ailleurs, pas par la France. Quels sont les financements qui permettent de s'assurer qu'un médicament sur le long terme n'a pas d'effet secondaire grave? Peut-être répondre dire un petit mot là-dessus, je ne ferai pas le seul d'ailleurs. Alors, quand un médicament est mis sur le marché, il y a déjà une étude sur l'animal, puis 3 phases d'expérimentation avec un nombre de plus en plus élevé de personnes sur lesquelles on fait les recherches. Ça peut demander longtemps, des années en général. Hein. Et puis ensuite, il y a une 4e phase qui est très importante, c'est la pharmacovigilance. C'est-à-dire que tous les effets indésirables qui sont suspectés d'être en lien avec un médicament, par exemple, puisqu'on parle de ça, mais ça peut être n'importe quel thérapeutique, sont déclarés à l'INSERM. Enfin, c'est des organismes qui étudient les cas, qui regardent si ça a un lien ou pas. Et ça, c'est un moment extrêmement important. Ça a permis effectivement de rattraper des traitements dont on a jugé que les effets indésirables étaient trop importants. Parce que quand on expérimente, ça vous êtes plus compétent que moi, mais quand on veut mettre un médicament sur le marché, dans la dernière phase, on va faire des tests sur, en général c'est contre placebo ou contre le médicament de référence, sur peut-être quelques centaines ou quelques milliers de personnes. Mais si vous avez un effet indésirable grave mais extrêmement rare, qui survient une fois sur 1 million, vous avez peu de chances de le mettre en évidence. Par contre, si le médicament est prescrit de façon extrêmement large,
on va pouvoir le mettre en évidence. C'est pour ça que la pharmacovigilance stricte est extrêmement importante, et moi je suis de ceux qui pensent qu'elle est extrêmement utile et que tout le monde doit la mettre en œuvre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait aussi comme question? Est-ce qu'il y a des recherches? Oui, alors c'est le problème fondamental, c'est que on a expliqué les uns et les autres avec nos expériences différentes. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des recherches dans les domaines qui sont susceptibles d'espérer une rentabilité, du profit. C'est ça le problème. Et effectivement, il y a des maladies qui sont laissées de côté, rares ou pas rares. Alors, 5 cas sur 100 000, c'est pas rare, hein, malheureusement, pour les gens qui en souffrent. C'est vraiment des maladies très rares. Et là, il y a des recherches parce qu'on sait qu'on va vendre peu de gens, mais extrêmement cher un produit. Des milliers d'euros de traitement. Hein. Des fois, une ampoule de 1000 euros, quoi, injectable. Il ne faut pas la casser. Donc, oui, bien sûr, il y a des champs entiers il y a des progrès formidables qui pourraient être donnés à la majorité. Moi, il y a des trucs qui je suis stupéfait. J'ai vu les chercheurs de l'université de Zurich ont permis à des gens qui étaient blessés médulaires, paraplégiques, c'est-à-dire qui étaient en fauteuil roulant, de pouvoir marcher, courir, nager, grâce à une électrostimulation implantable au niveau de leur moelle épinière lésée. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, mais avant que ça soit vraiment disponible pour beaucoup de gens en dehors d'un cadre de recherche, il va falloir du temps si c'est les critères de rentabilité qui dominent. Bien entendu, il y a plein d'exemples comme ça. Voilà. Alors après, pour la première question qui a été posée, on a tous nos opinions, elles ne sont peut-être pas les mêmes. Moi, j'ai été invité ici pour m'exprimer comme syndicaliste, médecin et à l'hôpital de Vannes. Personnellement, je pense qu'effectivement, il faut rompre avec le système dans lequel on vit, le système de marché, l'économie de marché, c'est l'économie capitaliste. On n'a peut-être pas tous les mêmes opinions là-dessus. Personnellement, moi, je me suis porté candidat aux élections législatives pour ça. Je ne vais pas en parler parce que je ne suis pas là pour faire ma pub, mais simplement pour échanger. J'espère que j'ai fait ce que je devais dans ce sens. Merci pour votre intervention. Moi, je suis dans une SCOP, donc du coup, j'ai été ravie d'apprendre qu'il y avait des SCOP autour du domaine médical qui se montent, enfin, en tout cas qui sont en train de se monter. Je me demandais, qu'est-ce qui fait que y a celle-ci qui émerge, et du coup, vous êtes en discussion, qu'est-ce qui fait que le modèle, il ne prend pas plus d'ampleur, il n'y a pas plus de salariés qui s'en emparent? Est-ce que c'est nouveau? Je me demandais aussi peut-être si jamais c'est le coût de départ qui est assez important et donc du coup il faut avoir les financements. Et peut-être est-ce que vous voyez des limites? Est-ce qu'il faut forcément un gros investissement de départ et donc du coup c'est possible sur certains domaines mais pas sur d'autres? Parce que par exemple je me dis pour l'hôpital ça va être un peu compliqué de monter des scopes. Voilà, je veux bien votre avis là-dessus s'il vous plaît. La vocation qu'on mène actuellement, c'est quel projet on peut mettre en place concrètement. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on est en train de réfléchir à la forme pharmaceutique. Est-ce que ça sera une forme sèche, une forme injectable ou des principes actifs chimiques de synthèse très polyvalents? Parce qu'en fait, en face de chaque choix, il y a des niveaux d'investissement qui sont complètement différents. Donc ça fait partie de ça. Et aujourd'hui, nous, le groupe que j'anime, il est plus sur la réflexion de choix des médicaments et des domaines thérapeutiques ou de réponse à des ruptures de médicaments, même si on interroge la mairie de Romainville qui a la manette là-dessus sur comment elle envisage de financer, par quels opérateurs financiers, etc. Mais effectivement, c'est une question. Alors pourquoi les salariés, on le voit dans certaines entreprises, quand il y a un plan social, etc., décident de reprendre leur outil de travail et montent une scope, pourquoi ils le font et pourquoi ça ne se fait pas dans l'industrie pharmaceutique. Je crois qu'il y a dû y avoir quelques exemples dans le domaine complètement privé. C'est pas des scopes, c'est des cadres qui reprennent pour leur propre intérêt. Et en général, ils touchent des sous des labos. Et puis, non, ça ne se fait pas. Je crois que c'est la peur de l'investissement qui doit effrayer, quoi. Et il y a vraiment aussi énormément de contraintes réglementaires dans l'industrie pharmaceutique. Donc, ça veut dire qu'il faut aujourd'hui, parce qu'il y a
Contrairement à l'Europe, il y a en France un lobby des pharmaciens, et donc pour ouvrir un établissement pharmaceutique, il faut un pharmacien responsable, alors que dans le reste de l'Europe, c'est une personne compétente. Donc, il faut un pharmacien responsable, mais puis il faut aussi un pharmacien tous les temps d'analyse chimique, tous les temps d'analyse biologique, tous les temps de palettes déplacées, tous les temps d'opération. Ça veut dire qu'en fonction des effectifs, vous avez des seuils de pharmaciens à trouver. Et ça, c'est la législation française qui reste très, très encadrée par le lobby de la profession des pharmaciens industriels. Petite question, vous avez peut-être déjà en partie répondu. Parce que ça correspond à la mondialisation en fait des médicaments. Je ne sais pas quel pourcentage de médicaments utilisés en France, fabriqués en France, il ne peut pas y en avoir beaucoup. Moi j'ai pas de thyroïde par exemple, j'utilise le lévothyroïde, je regarde où il est fait. Ben, il est fait en Chine. Donc demain, je ne sais pas, il y a un problème comme il y a un problème en ce moment, il y a le bout du monde. Comment on fait? Voilà. C'est un autre problème. Ces 20 dernières années, toujours du fait de la volonté d'avoir la rentabilité maximale, les capitalistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de produire avant tout les principes actifs en Chine et en Inde. Voilà, ça c'est une réalité. Alors aujourd'hui, on nous parle de réinternalisation. Ne nous leurrons pas, on s'est battu, Bernard va en parler, quand ils avaient décidé que le paracétamol, le principe actif, qui était fait par Poulenc, qui était fait dans la région lyonnaise, on s'était battu pour qu'il reste produit. À ce moment-là, le gouvernement n'avait rien fait. Puis aujourd'hui, ils nous disent là, ils roulent des mécaniques, on va réinternaliser le paracétamol. Alors, je peux vous dire que le paracétamol, c'est quand même pas la molécule non plus la plus déterminante en termes de santé publique. Hein. Donc, même si c'est important, bon, il y a des médicaments qui sont bien plus importants que ça. Et très clairement, ça continue. Je peux vous donner simplement un exemple. En recherche chez nous, il y a des projets de recherche qui sont travaillés en interne. Il y a un projet qui vient d'être confié à une entreprise qui vient d'être rachetée par Sanofi, une entreprise américaine. Ils vont travailler toute la partie chimique. Donc, ce copain qui m'a prévenu, il est chimiste à Vitry. Donc, son projet a été donné à une boîte qui est américaine. Cette boîte américaine, qu'est-ce qu'elle a décidé? Elle a décidé que toute la chimie serait faite en Inde, en termes déjà de recherche-développement. Donc, d'un côté, vous avez le gouvernement qui va faire ouais, regardez, on réinternalise, et de l'autre côté, vous voyez ce qui se passe par en dessous. Donc non, c'est une bataille, tout est une bataille, comme tout à l'heure ça a été dit par rapport au scope et autres, mais il y a quelques batailles qui sont parfois gagnées. Luxfer, par exemple, qui doit fermer. Luxfer, les syndicalistes de la CGT se sont battus comme des chiens avec l'aide des élus et ainsi de suite. Luxfer, ça va repartir sous un autre nom qui va s'appeler, je crois, les Forges de Jersey. Et dans 2 ou 3 ans. C'est des luttes comme ça. Ça ne sera peut-être pas une scope, on ne sait pas sous quelle forme ça sera, mais il y a quand même quelques luttes qui sont gagnantes. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles ont le mérite d'exister et ça donne des exemples à d'autres pour continuer à se battre. Et donc moi je voulais juste répondre à la personne qui interpellait là sur les scopes, parce qu'on a, donc Claire a cité tout à l'heure dans les différentes scopes le stéthoscope à Hennebont. Alors, stéthoscope à Hennebont, c'est une scope de médecins et de professionnels de santé. Alors, effectivement, c'est pas quelque chose c'est pas un modèle facile à mettre en place parce que, bien entendu, il faut l'accord de l'Agence régionale de santé, il faut que la sécurité sociale l'accorde également. Ce sont des médecins qui sont des médecins libéraux, qui donc reçoivent leur patientèle, qui font payer le prix de la consultation normale, mais eux-mêmes sont salariés. Et une partie des revenus de ce qui est versé par la patientèle sert aussi à financer la SCOP, le centre de santé. Hein, c'est un centre de santé. Mais c'est vrai que ils ont eu quand même pas mal de difficultés. Alors la ville les a aidés, bien entendu.
l'ARS a quand même accepté, ce qui n'a pas été obligatoirement très simple, il a fallu convaincre, et on sent bien que l'Agence régionale de santé là, ne tient pas non plus à ce que ce modèle-là puisse se développer au-delà. Et puis, bon, effectivement, il faut aussi reconnaître qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de médecins libéraux qui sont prêts à s'associer et à créer comme ça ce modèle de scope où, y compris la personne qui est à l'accueil a la même voix que le médecin qui consulte. Hein, donc, bon, c'est un modèle qui, par contre, qui n'est pas implanté, il est implanté dans un coin à Hennebont où il y a effectivement pas mal de personnes en difficulté, mais il n'est pas réservé aux personnes en difficulté. Tout un chacun peut tout à fait y aller. Et c'est vraiment quelque chose, peut-être que les citoyens devraient essayer de populariser pour convaincre que c'est un modèle qui peut répondre aux besoins et qui tout à fait pertinent. Tout à l'heure, vous avez parlé de suppression des brevets comme solution. Je voudrais savoir ce qui se passe au niveau de l'Europe, justement, concernant cette solution. Volonté européenne de suppression des brevets. Ils font tout, oui, c'est même l'inverse. Et puis l'OMC, je veux dire, veut garder absolument le médicament comme étant une marchandise. Donc voilà, c'est comme tout ce qu'on a évoqué. Hein. De toute façon, c'est une bataille. Ce qui s'est passé avec le Covid a démontré en tous les cas que le système tel qu'il existe ne permet pas à l'ensemble de la planète de pouvoir soigner. Alors on le savait déjà sur plein de choses. On le savait même en France, quand on voit toutes les pétitions de spécialistes qu'il y a eu ces dernières années pour dire les prix de médicaments sont trop élevés, on ne pourra plus soigner les cancers, on ne pourra plus soigner ceci, on ne pourra plus... Et là c'est à l'échelle planétaire avec le vaccin contre le Covid. Donc il y a une certaine prise de conscience. C'est vrai que souvent ça retombe bien vite malheureusement, mais en tout état de cause, la question de la levée des brevets, même si on obtenait déjà et ça serait qu'une demi-victoire, la levée ponctuelle, comme c'était demandé par je ne sais plus combien de dizaines de pays durant la pandémie, ça serait déjà une première victoire. Tout ce qui permet d'enfoncer un peu la porte, c'est toujours bon à prendre. Mais c'est clair que l'Europe, je crois qu'il y a un rapport qui a été publié il y a quelques jours, 6 milliards d'euros dépensés chaque année par l'industrie pharmaceutique en termes de lobbying. 6 milliards d'euros. Vous vous rendez compte auprès à la fois de professionnels de santé, mais aussi auprès de décideurs au niveau européen. Donc voilà, ça c'est la réalité. Donc on sait qu'on combat, c'est difficile, hein, mais on n'a pas d'autre choix de toute façon. Sinon, la planète va crever, et puis on va crever les uns après les autres. Enfin, ce qu'on va laisser à nos gosses, ça va être terrible. Donc il faut absolument qu'on se batte. Oui, je simplement pour compléter ce que dit Thierry là, sur le brevet au niveau européen. Il faut savoir que dans les années 90, il faudra retrouver la date exacte, moi je suis un ancien industrie pharmaceutique, j'ai vu arriver les brevets européens. Ça n'existait pas avant. C'est-à-dire chaque pays déposait un brevet, ou chaque labo déposait un brevet dans un pays, etc. Et le pays le validait ou le validait pas. Ils ont trouvé la combine, donc ça va dans le sens inverse de ce que vous souhaiteriez, c'est qu'en définitive, en passant par le brevet européen, ils s'étendent tout de suite, très vite, à l'ensemble des pays européens. Et les labos actuellement, les grands, les Pfizer et compagnie, s'engouffrent là-dedans. Vous avez dû entendre aussi à la radio que pour être soi-disant plus efficace, plus rapide avec le Covid, avec d'autres, il fallait raccourcir les délais d'obtention des brevets, y compris, et donc ça va revenir aussi sur certains points qui ont été abordés, à savoir sur les études cliniques, la pharmacovigilance, etc. Ils voudraient raccourcir tout ça, parce que pour eux, ce qui est important, c'est que ça aille sur le marché, que ça soit vendu et qu'ils fassent du fric et du profit. Donc on est complètement, en posant cette question,
Sur l'Europe, c'est tout le contraire, quoi. En fin de compte, c'est le raisonnement, c'est le raisonnement capitaliste. Et quand j'étais en place, je me rappelle avoir causé de ça en comité central d'entreprise, les patrons se frottaient les mains en disant on va raccourcir les délais grâce au brevet européen et on va pouvoir aller plus vite dans certains pays où on n'arrivait pas à rentrer aussi facilement. Voilà. Pour la pharmacovigilance, en temps de pandémie, est-ce qu'on ne met pas sous le tapis certains effets indésirables? Alors, la pharmacovigilance, je ne suis pas spécialiste de ça, mais je sais qu'il y a des copains qui sont dans ce domaine-là. Il est sûr que le retour qu'on a, c'est qu'il y a énormément de dossiers qui ne sont pas forcément remontés. Il y a effectivement il y a énormément de sous-investissement dans ce domaine-là, ça c'est très clair, et il y a une nécessité d'avoir une transparence aussi sur ces aspects de pharmacovigilance, de ce qu'on entend aujourd'hui. Je sais qu'il y a Didier Lambert qui doit écrire quelque chose sur la pharmacovigilance là. Donc effectivement, on a des échos là-dessus où il y a aussi cette façon d'appréhender, je dirais, ce qu'on a entendu aussi, c'est il faut soigner et le maximum de personnes et après on verra après quoi. C'est la réponse aux besoins. Il y a toujours ça. Et c'est après les spécificités, les réactions individuelles, elles sont analysées sur le long terme. Alors c'est dramatique à le formuler comme ça, mais effectivement il y a aussi une façon d'écarter des discussions sur un certain nombre d'effets indésirables. Dans des problèmes, dans des moments de grande pandémie, par exemple. Oui, rajouter juste un petit mot. Je serais plus optimiste, là, en l'occurrence, mais il faut bien comprendre que, justement, cette période de pandémie est particulière et tout à fait différente de ce qu'on a connu auparavant, parce que là, pour le coup, il y a eu plein de fric. Hein. Il y a des milliards et des milliards qui ont été donnés aux organismes de recherche dans le monde entier. Il n'y a jamais eu autant de publications scientifiques sur un sujet que depuis 2 ans. C'est pas le fonctionnement habituel. Le problème, c'est la recherche s'est focalisée sur les vaccins qui étaient immédiatement rentables. On n'a pas de médicaments, quasiment pas de médicaments pour soigner. Ce qui serait extraordinaire, ce qui devrait être le cas, c'est que vous êtes contaminé, vous avez un test positif, vous avez des facteurs de risque, vous allez dans votre pharmacie, vous prenez des cachets pour vous empêcher de faire une forme grave. Pour ça, on n'a pas. C'est ça ce qui manque le plus. Quant aux effets indésirables, ils ont été quand même là pour le coup analysés de façon énorme, incroyablement beaucoup plus puissante que d'habitude. Je crois qu'il ne faut pas être inquiet de ça. Par contre, c'est pas vrai pour tout. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'études au niveau international mais sur les médicaments en règle générale, nous je prends un labo comme le nôtre, chez Sanofi, ils ont supprimé 20% des effectifs de pharmacovigilance. Donc, ce qui ne veut pas dire que les salariés qui y travaillent, et il faut toujours séparer les salariés qui travaillent du reste. Les salariés qui travaillent, ils essayent de faire au mieux leur boulot, mais voilà, c'est une réalité. Il y a moins de moyens qu'il y en avait à un certain moment. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Paul. Ce qui a manqué et que nous, on s'est battu, c'est qu'on voudrait que ce soit travaillé, et ça revient au problème des axes thérapeutiques, des traitements et pas seulement des vaccins, contre le Covid, contre d'autres maladies infectieuses qui peuvent arriver, de manière à avoir quand même un arsenal thérapeutique qui soit différenciés et qui permettent peut-être à des personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour X ou X raison d'avoir quand même des traitements qui leur permettent d'éviter les formes graves. Et ça serait déterminant. Et c'est vrai pour d'autres maladies infectieuses. Je suis représentante des usagers d'une petite association de personnes usagères de la psychiatrie. Et du coup, cette association fait partie d'un collectif qui lui-même fait partie d'un ensemble un peu plus important. Et du coup, je me disais, est-ce que ce ne serait pas intéressant de sensibiliser ou d'envoyer des brochures à ce type d'association? Est-ce qu'une personne morale peut signer
signer le manifeste ou s'interroger sur les formes de participation collective que vous organisez? Il n'y a aucun souci. D'accord. Le manifeste, il est ouvert à la signature. Il est ouvert à la signature individuelle ou des associations. En ligne, sur Internet. Sur Internet. Et vous pouvez nous solliciter. Ok. Et du coup, j'avais une autre question qui est peut-être un peu plus utopiste, mais je suis pas censée être nette, donc je vais quand même la poser. Je me disais, l'entreprise de médicaments, c'est super intéressant. Après, est-ce que vous pensez faire des liens de partenariat ou quelque chose avec les métiers comme type herboristerie ou de ce genre de choses? Alors bon, on va pas répondre par l'affirmative pour l'instant. Mais bon, pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, sûrement qu'on est trop imprégné par nous, par quoi on a baigné. Mais il faut savoir qu'il y a des médicaments qui sont issus, vous prenez le Taxotere qui est un anticancéreux qui est moins utilisé maintenant que d'autres traitements, mais qui était en première ligne sur le cancer du sein, enfin certains cancers du sein. Ben, il est issu de l'écorce d'if, et c'est comme ça qu'il a été trouvé par le laboratoire de substances naturelles du CNRS. Donc il y a des choses comme ça, c'est sûr que beaucoup de molécules peuvent être issues évidemment de végétaux ou d'autres. On sait aussi que Sanofi est implanté en Chine, parce qu'il y a des usines de vaccins en Chine et de médicaments, mais qui fabriquent aussi des molécules de la médecine traditionnelle chinoise, qui a en parallèle, c'est une façon aussi de répondre à leur occupation, la pénétration du marché, hein, donc de répondre à des besoins locaux, mais il y a des recherches qui sont menées aussi sur la médecine traditionnelle chinoise et qui démontrent son efficacité. Hein. Donc il y a effectivement il y a des explorations à faire dans ces domaines-là, bien évidemment. Pourquoi l'homéopathie n'est plus remboursée par la sécurité sociale? Simplement parce que la HAS a dit qu'il n'y avait pas de service médical rendu. Voilà. Par rapport à la défense de la Sécu et tout ça, je me demandais comment on doit réagir, nous, en tant qu'individus, par rapport au dossier médical partagé. Parce que j'ai beaucoup de doutes là-dessus. On nous annonce que c'est pour notre bien à tous, mais je pense qu'il y a quand même envie. Ça, c'est un peu, pour moi, c'est le serpent de mer, le dossier médical partagé. Je me souviens de Juste Blasi, c'est pas d'aujourd'hui, hein, qui nous disait c'est formidable, on va faire des économies extraordinaires, tout va changer en médecine avec le dossier médical partagé. Il y a eu 3-4 avatars, ils ont dépensé je ne sais pas combien de centaines de millions d'euros là-dedans. Il y a des boîtes d'informatique qui sont très contentes parce qu'elles ont touché quand même le gros lot, mais ça n'a jamais vu le jour. Est-ce que ce nouveau système porté par la sécurité sociale va voir le jour? J'en sais rien. Je sais que ça pose quand même plein de questions, notamment de confidentialité. Si vous avez besoin d'une simple carte vitale pour accéder aux données et d'une CPS, vous avez vu les faux passes qui ont été fabriqués en masse. Bon, c'est pas compliqué techniquement. Hein. J'ai un fils qui faisait des études d'informatique. Un jour, il est revenu. Tu sais, papa, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fabriqué des cartes vitales. On leur a montré comment c'était très facile de faire des faux trucs comme ça. Bon. Est-ce que ça ne peut pas être employé par un assureur? Est-ce que ça ne peut pas être employé par un employeur pour sélectionner ses clients? Moi, personnellement, c'est des questions que je me pose. Maintenant, il y a des gens pour qui c'est vrai que ça sera utile d'avoir ces vaccins, ses antécédents, etc. en cas d'accident. Bon, voilà. Je pense que chacun doit décider s'il le fait ou pas. Alors moi, je ne suis pas sûr que ça marche bien. Hein. Je vais compléter un instant, mais ça sera l'objet d'un prochain forum social à Saint-Avé. Hein. Ça va rejoindre le problème du e-santé, de tout ce qui est informatique, d'accord? Et le scandale des scandales, parce que les gens sont d'une très grande naïveté, hein, c'est qu'on va confier, on a essayé déjà de confier ça
à Microsoft et compagnie, c'est-à-dire que les grandes compagnies informatiques américaines sont sur le coup, d'accord. Il faut même savoir qu'il y a des choses qui relèvent du secret de défense de l'armement français qui sont confiées à des entreprises informatiques américaines. D'accord. Donc, les grandes oreilles américaines sauront tout ce qui vole sur vous au niveau de votre état de santé. Et puis, ça a été évoqué à l'instant, ça intéresse aussi les assureurs. D'accord. Voilà. Et donc, en ce moment, il y a... Là, on va terminer dans 2 minutes. Et ça permet de proposer un thème pour l'année prochaine. Il y a de quoi faire, parce que c'est un terrain extrêmement dangereux en termes de liberté. Est-ce qu'on est obligé de tout mettre sur la place publique? Ce que j'ai lu très récemment, je ne sais plus si c'est dans le monde diplomatique, dans l'UMA ou je ne sais où, c'est que, en gros, ça devrait se faire automatiquement, sauf si vous vous y opposez. Sauf si vous vous y opposez individuellement. Ce qui est scandaleux, c'est-à-dire qu'on vous met dans le circuit. Et un exemple, je m'en suis rendu compte personnellement il n'y a pas longtemps, ça manquait de sang, je suis allé à l'hôpital du SCORF à Lorient donner mon sang. Et le médecin, vous savez, il y a toujours un médecin qui est là pour vous accueillir, après que vous ayez rempli votre petit papier, et puis la petite dame, là derrière, elle tape sur son ordinateur, et ben, elle m'a sorti ma dernière analyse de sang d'il y a presque 1 an, du labo d'analyse médicale. Je suis resté un peu pantois, parce que en gros, elle y avait accès elle-même, je n'ai pas eu besoin de l'amener, elle l'avait déjà. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont déjà en accès, alors là c'est les professionnels de santé, mais moi je trouve ça gravissime, quoi, parce qu'on fait les choses dans notre dos, sans nous demander notre avis. Il y a un délai de 6 semaines, hein, attention à ça. Oui, moi je l'ai fait ce matin, j'ai refusé, et on a un délai, sinon c'est considéré comme accepté par la Sécu. Ah oui. Bref, je voulais juste savoir si les professionnels de santé étaient sensibilisés à votre manifeste. Et parce que bon, d'après ce que je lis, les nouvelles générations dans le milieu médical se dirigent beaucoup vers des spécialisations un peu rentables. Et c'est un petit peu paradoxe, paradoxal parfois de choisir. Nous, on essaye de faire connaître évidemment le collectif, le manifeste. Bon, on a, je ne sais plus à combien on est je crois qu'on a 700-800 personnes qui l'ont soutenu, dont des professionnels de santé, bien évidemment. Après, il n'est jamais assez connu, soyons clairs. Et puis bon, voilà, on essaie de faire notre job. Et puis, participez-y aussi, comme ce forum social, je trouve quelque chose de très très bien qui est fait. La nouvelle génération. Vous avez tout dans la nouvelle génération. Hein. C'est vrai qu'il y en a certains qui veulent gagner du pognon, puis il y en a certains, ils ont un peu plus un côté humaniste, mais c'est vrai que c'est pas... Voilà, Oui, je suis pas mal toujours de le temps. jeune comte. En plus, pour ce qui est des médecins, je ne vais pas intervenir pour les autres parce que je connais moins, mais il faut savoir que les spécialités sont choisies en fonction d'un classement et sur une liste qui est établie par l'État. On va dire il y a 12 réanimateurs médicaux qui vont être formés cette année. Voilà, c'est comme ça que ça se choisit, ce qui fait des drames. Hein. Quand vous vouliez être ophtalmo et que vous avez plus que la psychiatrie, vous prenez ça par défaut, je ne suis pas sûr que ce soit extraordinaire. Enfin, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous allons devoir arrêter. Je vous remercie de votre attention, de votre intérêt.